pour ces hommes un mode de vie. Mais Spartacus noue une amitié avec un autre gladiateur. Un Celte du nom de Crixus. Il est déjà oppressé, c'est déjà un esclave. Il éprouve un très grand ressentiment à l'égard de ceux qui l'ont capturé et donc à l'égard de Rome. Cela empire à Capoue car là on l'entraîne à tuer, on l'entraîne aussi à mourir. Crixus et Spartacus mangent, dorment et s'entraînent avec 200 autres hommes. Tous apprennent à manier différentes armes et sont maintenus en bonne condition physique. Mais aucun n'est ici de son propre gré. La situation peut donc basculer à tout moment. Toutefois, les Romains ne semblent pas s'en inquiéter. Je ne pense pas que Rome ait peur de ses esclaves, car elle estime être en mesure d'écraser toute rébellion. Ses citoyens sont libres, les esclaves ne le sont pas. Les hommes libres l'emportent toujours, c'est une règle de la nature pour les Romains. Entre tous ces hommes retenus contre leur gré, une sorte de lien va s'établir. Toutefois, ils vont attendre le bon moment et passer leur temps à échanger des informations. Ils établissent un plan pour maîtriser leurs gardiens. Ils utilisent des armes improvisées, des broches et des couperets. Les gardiens sont lourdement armés, mais les gladiateurs sont les experts du combat au corps à corps. Ils taillent les gardiens en pièces. C'est une explosion de colère. Ils veulent se venger et s'enfuir. Il faut que ça se passe rapidement car ces hommes doivent se dépêcher avant que des renforts n'arrivent. C'est le pire cauchemar de tous les Romains. Voilà des hommes que vous avez entraînés à tuer et vous devenez leur cible. Cela a dû être un carnage tout à fait effroyable. Et il n'a pas fallu plus d'1 heure à ces esclaves pour tuer tout le monde dans le complexe et s'enfuir. Ces hommes sont maintenant armés et libres. Ils se réfugient dans la campagne. Avant que cet épisode prenne fin, des dizaines de milliers d'hommes perdront la vie. Ces 73 hommes ne sont plus des esclaves, ce sont des fuyards. Et lorsqu'ils retrouvent leurs esprits, tous se posent une question. Et maintenant ? Ce moment d'euphorie a dû se dissiper rapidement car ils se savaient recherchés et s'ils étaient repris, leur vie ne vaudrait pas cher. Ils avaient besoin d'un plan, d'un cadre, d'une sorte de structure dans leur vie. Les gladiateurs savent qu'il leur faut un chef. L'homme qu'ils élisent s'appelle Spartacus. Spartacus devait avoir les qualités d'un chef. Les hommes devaient s'arrêter pour l'écouter quand il parlait. Tout d'abord, il doit y avoir son charisme qui est très grand. C'est le genre de personne que les gens écoutent et suivent. Ensuite, il semble avoir une vision. Il a une idée de ce qu'il faut faire. Lors des premiers jours, ils tentent seulement de survivre. Ils ont besoin de nourriture, de vêtements et d'armes. Ils parcourent la campagne du sud de l'Italie et volent ce qu'ils trouvent en route. C'est un homme qui a un dessein.
Ils vont former une unité combattante mobile et se fondre dans la campagne. Ils se réfugient sur les pentes peu habitées d'un volcan endormi, le Vésuve. Spartacus songe à créer un camp sur ces hauteurs isolées. Là, ils pourront préparer leur défense en attendant que Rome réagisse. Pendant ce temps-là, la nouvelle de leur fuite atteint la grande cité. Les sénateurs apprennent ce qui se passe. Ils savent qu'ils doivent agir, mais ils accordent peu d'importance à ce non-événement. À leurs yeux, ce n'est pas une urgence nationale. C'est un problème local, une affaire secondaire qui ne mérite pas de mesures importantes. 73 esclaves représentent tout juste une cohorte de combat. Ce n'est certainement pas suffisant pour bouleverser la vie quotidienne de l'élite romaine. C'était comme si Capoue se trouvait à des milliers de kilomètres. Rome se considérait comme le centre totalement invincible de l'univers. Elle met sur pied une milice de 3000 fantassins chargés de retrouver ses esclaves. Les Romains qui sont envoyés contre Spartacus ne sont pas des légionnaires aguerris, mais de simples cohortes ordinaires. Ce sont au mieux des débutants, et on leur demande de se mesurer à des gladiateurs. L'homme qui les commandait était un préteur inconnu du nom de Claudius Glaber, un homme semble-t-il naïf et totalement inexpérimenté. Il ne prenait pas la menace au sérieux. Glaber et ses troupes prennent la direction du Vésuve, au sud. Et Rome revient à ses occupations quotidiennes. Peu après, les premiers rapports arrivent. Glaber a atteint le contrefort de la montagne. Il croit avoir bloqué la seule voie de sortie de Spartacus. Il a tellement confiance en lui qu'il ne fortifie pas le camp. C'est une grave erreur dans la pensée militaire romaine. Ce rapport est pour le moins embarrassant. Le commandant romain s'est montré suffisant et paresseux. Il ne s'agit pas ici d'une rébellion d'esclaves ordinaires, mais d'une révolte de gladiateurs, d'hommes entraînés à tuer. Et cette révolte est conduite par un homme extraordinaire. L'un des hommes les plus dynamiques du monde antique. Mais Spartacus sait qu'il peut redescendre par la falaise abrupte située derrière le camp de Glaber. Et il ordonne à ses hommes de fabriquer des échelles de cordes avec des sarments de vigne. Ils parviennent ainsi à prendre ce camp à revers. Un effroyable massacre s'en